Par contre, je vais essayer de revenir un peu sur l'évolution du conflit syrien, sur les 3 ou 4 phases qu'on a vécues en Syrie, pour essayer aussi de répondre à cette question, pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui, pourquoi les Syriens sont devenus pris entre 2 barbaries, celle du régime Assad, qui est la première barbarie, et puis celle de Daesh, qui s'impose dans à peu près 30-40% du territoire maintenant. Ça, on puisse voir des alternatives possibles, parce qu'on a étouffé ces alternatives-là, et c'est ce que je vais essayer de dire. Juste, c'est une coïncidence, mais on est le 2 février. En 1982, les 2-3 premières semaines de février ont connu un massacre à Hama, dans lequel déjà entre 20, 30, certains évoquent 40 000 personnes ont été massacrées. Le fait qu'on ne connaît même pas le chiffre jusqu'à maintenant, parce que des gens avaient avancé 17 000, d'autres parlaient de 20 000, il y avait 17 000 disparus, on parle à peu près de 30 à 40 000 morts en 3 semaines, le mois de février 82, quand cette ville-là a été rasée par le bombardement, quand les gens étaient massacrés dans la rue, les viols, les gens amenés en prison, ceux qui ont lu des romans sur les prisons syriennes comme La Coquille de Mustafa Khalife par exemple, ou autres savent l'horreur qui s'est abattue sur les gens en 3 semaines, sans que le monde bouge, parce qu'il y avait d'autres considérations, d'autres priorités, probablement d'autres enjeux, et parce que le régime syrien, dès ce temps-là, avait présenté ses victimes comme des islamistes, entre guillemets, donc des personnes pour lesquelles on n'a pas la même sympathie en Occident, ou, selon certains, ne méritent pas les mêmes conditions de vie. Donc Hama, déjà, en 82, était un exemple de quoi ce régime est capable quand il est défié par une partie de sa population qui cherchait également à se soulever contre le despotisme. Encore une fois, il faut peut-être rappeler que la famille Assad est au pouvoir depuis 1970. Ils ne sont pas au pouvoir depuis 2011 ou depuis 2005 ou même depuis 2000. C'est la 2e république dans le monde qui a appliqué l'héritage familial, un président qui passe le pouvoir à son fils. Le premier cas, c'était la Corée du Nord, il y a eu d'autres cas après, mais c'est le 2e cas. Un président de la République, après avoir pris le pouvoir suite à un coup d'État militaire, à l'intérieur même de son parti, qui était déjà au pouvoir suite à un coup d'État militaire depuis 1963, qui avait déclaré l'état d'urgence depuis 1963, donc pas de vie politique, pas de parti politique, pas de droit de rassemblement, ce sont les tribunaux militaires qui gèrent toutes les questions, les gens peuvent être arrêtés sans recours à la justice, donc un état d'urgence depuis 1963. Puis au sein même du parti Baas, les Assad ont pris le pouvoir en 1970, et avec la mort de Hafez al-Assad en 2000, son fils n'avait même pas le droit constitutionnellement de se présenter aux élections. La constitution syrienne stipule l'âge de 40 ans, il n'avait que 34, donc la réponse, on modifie la constitution, et l'âge est devenu 34 ans. Bachar est devenu le nouveau président de la République syrienne. Ce que le régime Assad a réussi en fait de 1970 à 2000, avant même l'arrivée de Bachar al-Assad, est à mon avis ce qui est plus important que la répression interne et la barbarie qui s'est abattue sur le peuple syrien, c'est qu'il a réussi à occulter la société syrienne. On a partout dans le monde considéré que la Syrie, c'est plutôt Damas avec ce qu'elle représente comme poids historique, comme fascination à beaucoup de personnes dans le Maghreb, en Europe, une belle capitale, c'est la capitale des Omeyyades, l'histoire, on ne voyait pas les gens qui vivaient à Damas, ou dans les banlieues de Damas, ou dans le Rif de Damas, et en même temps, occulter le peuple syrien par des considérations géostratégiques. C'est-à-dire la Syrie, c'est le voisin, le grand frère du Liban. 1976, l'armée syrienne envahit le Liban. C'est en même temps la frontière avec Israël-Palestine, donc c'est le conflit israélo-palestinien. On parle de ce conflit-là et on oublie le peuple syrien. Il y a eu la guerre du Golfe entre l'Irak et l'Iran de 1980 à 1988. La Syrie s'allie à l'Iran pour des considérations reliées au fait qu'il voulait contenir le frère ennemi Saddam Hussein en Irak, parce que pour les Iraniens, ça leur donnait un accès à la Méditerranée, ils pouvaient envoyer des armes et exporter la révolution iranienne vers le Liban, où ils ont contribué à la création de Hezbollah, parce que les Iraniens voulaient être sur la frontière israélienne
pour dire qu'ils font partie maintenant de la gestion ou de la mobilisation pour la cause palestinienne, afin d'utiliser cela comme prétexte pour créer un empire ou construire un empire dans la région. Donc plusieurs considérations ont fait qu'à chaque fois qu'il y avait une prise d'otage au Liban, qu'il y avait une opération militaire quelque part sur la frontière du Sud-Liban ou même en Palestine, ou pour des raisons reliées aux Iraniens, on frappait à la porte de Hafez al-Assad pour négocier avec lui des libérations, pour une libération d'otages, pour négocier avec lui des solutions. Et encore une fois, le peuple syrien ne faisait pas partie des calculs, on ne parlait pas des droits de l'homme en Syrie, on ne parlait pas de beaucoup de questions qui déjà existaient. Il y a eu plusieurs soulèvements, il y a eu plusieurs personnes arrêtées, il y a des gens qui ont passé des années, des décennies en prison en Syrie, sans que cela n'alerte l'opinion publique dans le monde, mais également dans le monde arabe, pas seulement en Occident. Donc déjà en 2000, quand Bachar al-Assad est venu, la famille Assad au pouvoir, qui s'est imposée à l'intérieur en détruisant le champ politique, en le réduisant en cendres, en considérant que toute opposition n'est qu'islamiste, donc elle n'a aucune crédibilité, et malheureusement, il y avait beaucoup qui prenaient ce genre de mensonges comme étant une réalité, et en même temps, la Syrie s'est imposée comme acteur dans la région. Ils peuvent intervenir dans plusieurs pays, ils peuvent envoyer l'armée, ils l'ont fait d'ailleurs aux côtés des Américains en 1991 durant l'opération militaire de la tempête du désert, bien que la propagande était anti-impérialiste et cherchait à défier les Américains, mais ils coopéraient en même temps. Donc Assad a su se positionner en même temps allié de l'Union soviétique, mais coopérant avec les Américains, allié de l'Iran, mais il reçoit des soutiens financiers importants des monarchies du Golfe. Tout cela afin d'occulter le peuple syrien, encore une fois. 2005, déjà en Syrie, il y a eu une tentative de créer une opposition. Il y a eu la déclaration de Damas. La plupart des signataires ont été arrêtés. La plupart étaient des gens de gauche, étaient des gens laïcs, mais également il y avait, pour la première fois, une participation des frères musulmans, un retour des frères musulmans à la vie politique. Cette déclaration de Damas n'a pas pu accumuler des efforts ou une expérience politique, parce que tous ces auteurs ont été arrêtés et ont passé des années en prison. Puis, il y a eu également des articles publiés dans la presse, une volonté de réclamer des réformes, de parler d'une nécessité de tourner une page. Rien, l'état d'urgence était toujours en place, les arrestations étaient toujours de l'ordre quotidien. On est arrivé aux révolutions arabes. Rares sont ceux qui pensaient qu'en Syrie les choses allaient bouger, parce que la violence n'était pas seulement symbolique en Syrie, comme elle a été par exemple en Tunisie ou même en Égypte ou dans d'autres pays. C'est une violence que les Syriens ont vécue régulièrement, c'est une violence physique, c'est un mur de la peur qui s'est construit non seulement par des propagandes et par le culte de la personnalité, mais avec le sang des Syriens eux-mêmes et le sang de leurs voisins également. Quand même, la révolution, un 15 mars ou un 18 mars, selon l'interprétation des Syriens en tout cas, a éclaté, des manifestations, et là on rentre dans la première phase de la révolution. De mars 2011 jusqu'à août 2011, c'était une révolution pacifique, des manifestations, des sit-ins, une volonté de défier l'état d'urgence, de se rassembler. Et quelle était la réponse du régime syrien? De traiter tous ceux qui ont manifesté de terroristes, de collaborateurs avec les ennemis de la Syrie, d'ouvrir le feu sur eux, les torturer en prison, et on était déjà à des milliers de morts. Dans cette phase pacifique où il n'y avait que des incidents qui ne révélaient pas une volonté de résistance militaire, mais plutôt parfois des actes criminels, parfois certains qui se défendaient, parfois des soldats qui quittaient l'armée après avoir refusé de tirer sur les foules, qui se faisaient tuer ou bien qui échangeaient des tirs avec des soldats qui sont restés fidèles au régime. Donc on était dans une configuration, comme il a été dit, vraiment simple, on pouvait comprendre. Et ceux qui disaient que c'est complexe, mais quelle est l'alternative d'Assad, mais comme s'il n'y a pas une alternative qu'on pense être crédible, on peut laisser quelqu'un massacrer la population. Donc il y a eu déjà des questions avancées qui montraient qu'il n'y avait pas une sympathie, du moins humaniste, avec les Syriens, en les laissant sous la machine de mort du régime. La deuxième phase de la révolution syrienne, c'est celle qui a commencé en septembre 2011, qui va durer jusqu'à juillet 2012,
Donc on est passé là d'une militarisation qui était plutôt défensive, des soldats qui quittaient l'armée, qui formaient des brigades. C'est à ce moment-là où les officiers libres avaient constitué leur premier corps combattant. Puis il y a eu la création de l'armée libre. On est passé donc à des groupes de combattants, avec des jeunes aussi qui se joignaient à eux, qui essayaient de protéger les manifestations, qui parfois tiraient sur des convois militaires du régime. Et on est rentré dans cette phase-là, dans des conflits parfois armés, dans des combats. Puis il y a eu la grande attaque sur Damas et Alep. Alep, depuis, a été divisé entre deux parties. À Damas, la tentative de contrôler une partie de la ville a échoué, mais il y a eu les deux combats dans les deux villes, et c'est là où on est passé à une troisième phase, celle d'une militarisation plutôt offensive du côté de l'opposition, où ils menaient des combats, ils essayaient de contrôler des villes, ils ont contrôlé pendant quelque temps une bonne partie de la ville de Homs, ils ont mené des combats dans les rifs des villes, et contrôlé déjà le rif, c'est-à-dire les zones rurales qui entourent les villes, les faubourgs autour de ces villes-là, ils ont contrôlé les routes de Damas. On était dans un changement important, dans une nouvelle configuration qui montrait que la mobilisation populaire, la militarisation dans ces deux premières phases, avec la peur dans les rangs du régime, allait vraiment changer les choses, et on était, je ne veux pas dire proche d'une fin de ce qui se passait en Syrie, mais on n'était pas très loin. Le régime était extrêmement affaibli, il avait perdu une bonne partie du territoire, il imposait, c'était comme une occupation militaire en fait, tout ce qu'il pouvait imposer, c'est d'envahir les chars. Dès qu'il retire les chars, il n'a aucun contrôle, ni sur les villes, ni sur les villages. On est passé là à la régionalisation ou à l'internationalisation, avec l'arrivée massive de combattants irakiens, libanais, pro-iraniens, donc des combattants chiites libanais et irakiens, Hezbollah et Abu al-Fadl al-Abbas et plusieurs formations irakiennes, avec un soutien énorme des Iraniens, logistiquement, y compris comment Assad doit gérer les opérations militaires. On a commencé à lire des définitions de la Syrie utile, c'est-à-dire que Assad doit juste contrôler Damas et le littoral. Le littoral, pour des raisons démographiques et confessionnelles, peut être important, et que Homs est entre les deux, donc il faut la contrôler également, et puis de bombarder le reste du pays, de laisser la ville pourrir là-bas, que les gens payent le prix de ce qu'ils ont appelé libération. Puisqu'il n'y avait pas eu de missiles pour protéger les régions libérées, l'aviation les bombardait régulièrement, et on était passé déjà à une moyenne de milliers de morts par mois. Donc un conflit avec un effort militaire iranien important, avec les Russes qui envoyaient également énormément d'armes, et en face, on a aussi commencé à voir l'arrivée d'armes en provenance du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, mais c'était asymétrique, c'est-à-dire il y a d'un côté des RPG et des Kalachnikov avec leurs munitions, de l'autre il y a des chars et de l'artillerie lourde et des avions, donc c'était pas du tout le même genre ou le même apport aux questions militaires. Le régime syrien continuait en fait à tester même ses armes, parce que la seule ligne rouge qui a été mise, c'était l'arme chimique. Donc avant d'arriver aux armes chimiques, en bombardant avec l'aviation, il avait déjà utilisé les armes balistiques, les missiles balistiques. Alep a été bombardé avec des missiles balistiques, des Scud. Il y a eu plusieurs bombardements balistiques, et le monde continuait à dire la ligne rouge, c'est les armes chimiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que s'il n'y a pas usage d'armes chimiques, toute autre industrie de mort, machine de mort est autorisée. Et c'est ce que Assad avait compris. Donc bombardement aérien, missiles, toutes sortes de bombardements étaient toujours pratiqués. Et on est arrivé en août 2013, quand Assad a décidé de franchir cette ligne rouge. Il y avait déjà eu 2 usages d'armes chimiques, mais limités, dans la ville de Homs en décembre 2012, et puis à Jaubar, la porte de Damas, en mars 2013. Les 2 journalistes du Monde, pour ceux qui ont suivi l'affaire, avaient amené des échantillons. On a demandé aux gens qui ont pris les échantillons là-bas qu'il ne faut pas seulement amener les cheveux, l'urine et le sang, mais même de la terre pour prouver que ça a été utilisé là-bas. Tout a été prouvé que l'arme chimique a été utilisée, mais la ligne rouge était toujours là, franchie sans qu'il y ait de réaction. Cela a encouragé Assad, un 21 août 2013, des bombardements chimiques sur la route de Damas,
On parle de 1400 morts, certains évoquent un chiffre plus important, en 3 heures, entre 1h du matin et 4h du matin. Encore une fois, aucune réaction, des menaces, une mobilisation de plusieurs partis de gauche en Europe et partout dans le monde contre l'ingérence impérialiste, contre les complots. Ils ont créé la question chimique pour intervenir en Syrie. L'intervention n'a pas eu lieu, donc au contraire, c'était plutôt une volonté américaine de ne pas intervenir qui a trouvé un prétexte avec le vote britannique. Le gouvernement français, peut-être il était plus déterminé, mais sans les Américains, ce n'était pas possible, l'Europe est divisée. Donc, on est passé à l'horreur qu'on continue de vivre maintenant. Entre-temps, des djihadistes sont arrivés en Syrie, des djihadistes non syriens, pour la plupart non syriens. Pour une bonne partie, ils viennent de l'Europe, ils sont européens, et pas nécessairement issus de l'immigration ou deuxième génération. Il y a d'autres qui sont convertis, il y a des modèles dans leur tête qui n'ont rien à voir avec la réalité syrienne. Et d'ailleurs, pour définir un djihadiste et le distinguer des autres islamistes, je reprends ce que François souvent répète, c'est la question de la temporalité et de la territorialité ne sont pas des priorités pour eux. Il y a un djihad en Syrie maintenant, un autre en Irak, et ils ne sont pas partis pour combattre Assad. Ils sont partis pour contrôler des régions qui étaient déjà libérées de Assad. Ils ont contrôlé Raqqa, Raqqa au nord-est de la Syrie, c'était déjà libéré d'Assad. Ils ont contrôlé Deir Zour, déjà libéré d'Assad, excepté l'aéroport. Et qui étaient leurs ennemis là-bas? C'était l'armée libre. C'était les combattants islamistes de la révolution syrienne. Ils les ont massacrés. Il y a 5000 morts dans les combats entre Daesh et des formations de l'opposition syrienne, avant de s'attaquer à Assad. Ils voulaient contrôler un territoire cette fois, et ça c'est peut-être la troisième génération des djihadistes qui est concernée par ce qu'ils appellent l'État. Ils veulent se montrer capables de construire un État pour attirer encore plus de djihadistes, pour attirer des familles qui arrivent en Syrie comme des colons. Ils confisquent des maisons et ils sont installés dans les maisons. À Raqqa, à Deir Zour, c'est le même phénomène en Irak. Et avec, évidemment, le pourrissement de la situation, l'abandon de la communauté internationale, le problème sérieux du Conseil de sécurité où aucune décision n'est possible vu le veto russe, et en même temps, je pense qu'il fait l'affaire aussi de l'administration américaine qui, dès le début, ne voulait pas intervenir, et voyant le veto, c'est plus facile de justifier la non-intervention. Donc on est passé à, aujourd'hui, une situation où il y a d'un côté le régime, et pour suivre juste les chiffres des organisations de droits de l'homme, le régime a tué à peu près 150 000 civils, je ne parle pas des combattants, à peu près 150 000 civils. Pour comparer avec Daesh, Daesh a tué à peu près 2000 civils, 2000 à 3000 civils, si on ne parle pas des combattants. Puis il y a des dizaines de milliers de combattants tués dans la guerre syrienne, que ce soit du côté du régime ou du côté de l'opposition ou du côté de Daesh. Mais le rapport de 2000, 3000 à 150 000 montre quelle est l'origine du mal aujourd'hui en Syrie et la machine de mort et l'industrie de mort. Il y a eu des photos, des images qui rappellent les camps de concentration. On célèbre aujourd'hui 70 ans après la libération de Auschwitz et la fin de cette horreur de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en Syrie, il y a des photos, des images qui rappellent les camps de concentration, la famine, la torture systématique. Et ce n'est pas des actes d'éléments barbares qui tabassent un prisonnier ou qui tuent un prisonnier en le torturant. Non, c'est systématique. Il y a 11 000 cadavres qui ont été filmés, 55 000 clichés, que des juges et des experts internationaux qualifient de preuves de crimes contre l'humanité. Mais malheureusement, la Syrie n'est pas signataire des conventions et des accords de Rome, donc de la CPI. Le Conseil de sécurité n'acceptera, vu le veto américain, jamais de présenter ce dossier et donc de créer un cas ou de commencer une enquête afin d'amener les criminels à la Cour pénale internationale. Donc encore une fois, tant qu'il n'y a pas un châtiment, tant que les criminels ne sont pas arrêtés, il y a une immunité et le régime continue. Pour ceux qui sont sur Facebook, qui connaissent des amis en Syrie, chaque jour il y a des photos, chaque jour il y a des noms de personnes tuées sous la torture. Une de nos amies à Paris a perdu son neveu il y a une semaine. Il y a des Palestiniens à Yarmouk qui meurent de faim parce que le régime impose un blocus
sur le camp de Yarmouk, des réfugiés palestiniens. Il y a chaque jour des personnes tuées sous la torture. Il y a chaque jour des personnes tuées à cause de la faim. Donc c'est une situation qui est devenue non seulement insoutenable et ça devient déprimant de voir tout ce qui se passe en Syrie avec le peu de réactions, mais en plus on ne voit pas comment les choses vont en fait, comment on va débloquer cette situation. Donc on parlait pendant quelques temps, je ne sais pas combien de temps. On avait évoqué, je vais finir, on avait évoqué l'armement de l'opposition, une opposition, si elle avait reçu des armes, notamment les anti-chars, les anti-air, on aurait pu changer la donne. Et les arguments américains sur le fait qu'on ne sait pas dans quelles mains ces armes vont tomber, qu'il y a eu déjà l'expérience afghane et voilà les Stinger, je ne sais pas où ils sont devenus après, tout ça c'est faux. C'est faux parce que premièrement, il n'y a plus de possibilité de vendre et d'acheter sur le marché noir des armes sophistiquées de ce genre. La nouvelle génération de ces armes-là peut être contrôlée par satellite. Il y a des empreintes digitales qui font fonctionner ce genre d'armes, donc on peut identifier et entraîner des combattants afin d'être sûr que ces armes-là resteront dans des mains, entre guillemets, qu'on connaît, qui sont garanties que ça ne va pas tomber finalement dans les mains de Daesh. On dit qu'ils peuvent être volés, confisqués, mais il y a aussi moyen de les rendre inefficaces. Donc il y a eu beaucoup de possibilités, même si on ne donne pas les anti-chars. La zone d'exclusion aérienne, aucun débat sérieux sur cette zone-là. Aujourd'hui, il y a la coalition internationale qui bombarde Daesh, Raqqa et ailleurs, le régime syrien qui bombarde, en utilisant l'aviation je parle, qui bombarde parfois Raqqa mais également d'autres régions. Il y a un trafic aérien, il y a un embouteillage entre le régime syrien et les alliés. Ils auraient pu au moins imposer un no-fly zone quand ils mènent leurs opérations. Cela n'a pas été fait malheureusement et donc le drame se poursuit et certainement Daesh joue sur tout ce qui est violence spectaculaire, tout ce qui est tout ce qui est sensationnel, de filmer la mort, de montrer la barbarie des actes d'exécution, que ce soit la décapitation ou ce qui s'est passé aujourd'hui de brûler le pilote jordanien et de le filmer. Et donc ils ont joué sur cela pour attirer les médias, pour qu'on parle de leurs crimes. C'est un jeu médiatique assez efficace et il paraît qu'ils mettent des budgets pour les vidéos qu'ils montent avec des professionnels. Malheureusement, les gens, par voyeurisme, par manque de respect aussi aux victimes, font circuler toutes ces horreurs-là sur les médias sociaux et parfois même sur des médias. Et on oublie, à côté, au même temps où il y a une personne exécutée d'une manière barbare par Daesh, qu'il y a 50 à 60 personnes tuées par des armes modernes, par l'aviation, par l'artillerie. Leur mort est abstraite, on ne la voit pas, donc on n'a pas les mêmes je ne veux pas dire réaction ou sentiment, et ça devient un fait divers. Daesh a exécuté, les médias sont là, le régime syrien a tué des dizaines, ça peut passer comme une diversité, un fait divers, je ne sais pas comment l'appeler, mais ça défile avec les infos qu'on voit en bas de l'écran. Et il y a eu des arguments, je vais juste finir là, là où l'extrême gauche ou l'extrême droite peuvent trouver des arguments qui se ressemblent dans un certain sens, c'est que dans tous les cas, les gens dans cette région sont habitués à la violence, comme si c'était génétique, de tuer, de se faire tuer, c'est normal, donc ça ne nous choque pas trop. Et on ne veut pas leur imposer nos modèles. Et alors, qu'en est-il des valeurs universelles? Qu'en est-il des droits de l'homme, y compris avec l'interprétation de gauche de ces droits-là? C'est des gens qui ne sont pas vus en leur dignité humaine. On parle de complot, donc on les oublie, comme s'ils étaient télécommandés. Donc les Américains veulent ça, et il y a des gens qui trouvent c'est extrêmement facile de parler géostratégie. On peut dire n'importe quoi et se montrer géostratège. En plus, avec la quantité d'experts autoproclamés, de journalistes autoproclamés, l'Iran, elle veut contrôler la région, l'Arabie Saoudite, elle veut contrôler la région, il y a du pétrole, les Américains et leurs plans, ils connaissent tout ce qui doit se passer d'ici 50 ans. On commence à raconter n'importe quoi, en fait.
Aujourd'hui, je trouve assez triste que certains camarades, entre guillemets, qui célèbrent la victoire à Kobani, et évidemment il faut célébrer cette victoire à Kobani, mais ils oublient un petit détail, que cette victoire a été possible grâce à l'aviation américaine, qui a bombardé Daesh pendant des mois. Sinon, elle n'était pas possible. Sinon, Daesh aurait pris Kobani, malgré tout le courage des combattants et des combattantes kurdes. Les mêmes gens se sont opposés à toute intervention militaire en Syrie, quand Assad avait massacré 1400 personnes avec l'arme chimique, avait dépassé les lignes rouges, et s'oppose toujours à toute intervention, bien qu'il a tué jusqu'à maintenant plus de 150 000 civils. Et il y a des gens qui ont même l'audace de dire finalement, on ne sait pas qui est le pire, donc peut-être il faut faire avec Assad afin d'éviter une montée de Daesh. Or, la réalité n'est pas ou Daesh ou Assad. C'est soit Daesh et Assad en même temps, soit on doit construire une alternative et aider le peuple syrien à construire cette alternative-là, après qu'on n'a pas autorisé à ce peuple de se battre et de l'aider, parce qu'il n'a pas les armes suffisantes, tandis que le régime qui occupait son pays a reçu toutes sortes d'armes et d'aide. Donc, soit Daesh et Assad en même temps, soit les deux barbaries qui se complémentent et chacune essaye de se justifier par rapport à l'autre. Évidemment, les Assad savent le faire en disant que si vous ne coopérez pas avec nous, voyez ce qui se passe. Charlie Hebdo, c'est le même combat qu'on a nous, que vous avez là, c'est la guerre contre le terrorisme, etc. Donc c'est soit Daesh et le régime Assad, soit il faut discuter, encore une fois de nouveau, que ce soit au niveau des sociétés civiles, au niveau des mouvements de solidarité, au niveau des médias, comment ne pas permettre à cette alliance entre deux barbaries de continuer à massacrer le peuple syrien, tandis que nous, on est loin. Le maximum qu'on arrive à faire, c'est des conférences pour continuer à rappeler l'horreur qui se déroule à 4 heures de là, si on prend l'avion, et de continuer donc une mobilisation qui jusqu'à maintenant, malgré son importance et malgré la nécessité de la maintenir, n'arrive pas à modifier un peu les rapports de force ou les décisions. Peut-être il faut penser à des stratégies, et je ne prétends pas que j'ai des propositions à ce niveau, mais de continuer à se réunir, à en discuter, à construire à partir de là des actions dans l'espace public, à essayer de faire pression sur les politiques pour essayer d'aider le peuple syrien et d'abandonner les double standards, les deux poids, deux mesures et les considérations qui rendent le monde aveugle face à la tragédie syrienne, qui n'est plus seulement aujourd'hui dans les frontières de ce pays. Pour ceux qui connaissent aussi les chiffres, il y a 3,5 millions de Syriens qui sont déjà à l'extérieur du pays. Il y a à peu près 7 millions de Syriens qui sont déplacés à l'intérieur du pays. Donc on est à plus de 10 millions et quelques de personnes entre déplacés et réfugiés. C'est plus que 40% de la population syrienne. On ajoute les 150 000 morts civils. On peut ajouter à peu près 150 000 morts également entre combattants et soldats de l'armée du régime. Si on parle des 200 000 prisonniers, on parle des personnes blessées, ne parlons pas des dégâts psychologiques ou autres, avec toute une génération qui pendant 4 ans ne voit que des horreurs. C'est un pays qui a été détruit complètement parce qu'un dictateur n'a pas souhaité abandonner le pouvoir. C'est assez simple que ça, c'est aussi simple que ça. Et parce que la communauté internationale n'a pas su gérer ce drame-là. Il y a des Syriens aujourd'hui qui meurent dans la mer en essayant de fuir le pays pour arriver en Europe. Il y a des personnes qui sont perdues dans les forêts bulgares après avoir franchi la frontière turque pour essayer d'arriver en Europe. Et ça continue. Et cela fait quelques mois où j'étais à Lyon également à l'université. On n'avait pas dit la même chose, mais pas très différent non plus. Malheureusement, j'ai peur que si on se retrouve dans quelques mois et si on n'est pas suffisamment peut-être mobilisé, on va de nouveau parler de ce drame qui se poursuit avec un sentiment d'impuissance qui le rend encore plus lourd sur chacun et chacune d'entre nous. Je vous remercie et les questions, commentaires.